tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec trois titres forts que j'ai enchaînés ces derniers jours. Et en fait ils ont carrément un lien les uns avec les autres puisque ce sont trois récits de vie tirés de faits réels et même complètement de faits réels. On a une histoire familiale slash enquête slash récit de vie slash on creuse dans les générations antérieures pour comprendre son passé et sa famille. Un livre sur les femmes complètement vrai et un livre sur le narcotrafic, lettre à son grand frère. Bref, c'est une vidéo qui fait complètement sens que je réunisse les trois entre eux et en fait je les ai lus littéralement les trois l'un après l'autre, donc ça tombe très bien. Ça ne va pas être la vidéo la plus gaie à filmer pour moi ni la plus gaie à regarder pour vous parce que ce sont trois sujets très forts. On a les violences psychologiques faites aux femmes ainsi que il y a l'état des asiles psychiatriques à l'époque, les violences conjugales qui mènent au féminicide et le narcotrafic qui mène à la mort. Donc voilà, c'est pas très gai. Mais bon, là je vais enchaîner avec des lectures plus sympas, plus frivoles. Donc on se retrouvera bientôt. Si vous voulez skipper cette vidéo, je ne vous en voudrais pas. Mais si vous voulez des idées de vrais récits de vie, des histoires vraies, fortes, qui touchent et qui font encore écho actuellement, et bien bienvenue dans cette vidéo. Donc pour le premier roman, je vous parle de Mon vrai nom est Elisabeth de Adèle Lyon, le fameux roman publié aux éditions du Sous-sol qui a eu beaucoup de succès. Je me souviens que c'était un titre que j'avais commandé pour la librairie. La représentante m'avait appelé et elle m'avait dit vous devriez en remettre parce qu'il commence à faire le buzz. Donc j'en avais recommandé et c'est un titre qu'on recommandait souvent parce qu'au final on en a vendu beaucoup. Donc le fameux, finalement on me l'a offert quand j'ai quitté la librairie, j'en suis ravie, je me l'étais mis de côté, je voulais vraiment le lire. J'étais hyper curieuse devant tout ce qu'on en disait dans les médias et je n'ai pas été déçue. Je pense que c'est un livre auquel je mettrai un bon 9 sur 10. Alors, je vous en dis plus. Mon vrai nom est Elisabeth. C'est la recherche de Adèle Lyon elle-même, donc l'autrice qui est normalienne, actuellement chef de cuisine, qui plonge en fait dans l'histoire de sa famille et elle s'intéresse à la figure énigmatique, à la figure mystérieuse et taboue de Betsy. Betsy, c'est son arrière-grand-mère. Une femme dont on ne parle pas trop dans la famille. Et pourquoi? Du coup, Adèle Lyon, elle va creuser là-dedans. Du coup, c'est un roman hybride un petit peu entre récit de vie. Alors, il y a écrit enquête familiale, récit de soi, road trip et essai. Avec des éléments de l'enquête qu'elle nous partage, des éléments épistolaires. Il y a lettres entre eux, il y a Betsy et son mari André, des études également concernant la médecine et en particulier la lobotomie, je vais vous en dire plus juste après. Bref, c'est un roman qui ne ressemble à rien au niveau du genre et le sujet est très intéressant parce qu'on y parle du coup, oui voilà, de sa famille et surtout de la place de la femme au XXe siècle, des violences psychologiques et physiques qui leur sont faites et il y a l'évolution de la médecine psychiatrique, c'est hyper intéressant. Alors en fait, Adèle Lyon, elle écrit ce récit, c'est pas un roman, ce récit sur plusieurs années. Elle va investiguer, elle va appeler des anciens médecins, elle va faire appel également à des membres de sa famille qui veulent bien se plier à l'exercice de l'interview. Elle va retrouver des lettres pour en apprendre plus sur cette Elisabeth aka Betsy. Donc elle va l'apprendre, Elisabeth a été internée de 1950 à 1967. Durant 17 ans, elle a été enfermée dans une institution psychiatrique. Elle a subi la fameuse lobotomie, pratique complètement barbare quand on en parle actuellement, mais qui était vue comme novatrice et vraiment aidante sur les maladies psychiatriques. Et les médecins à l'époque étaient persuadés qu'en perçant, en fait, alors si j'ai bien compris, on fait deux trous de part et d'autre de la tête. Donc au-dessus des lobes frontaux, je pense que c'est ici, on fait un trou et en fait on enlève une partie du cerveau que l'on juge malade et on se dit qu'en enlevant cette partie du cerveau malade, on réparera l'humain. Donc c'est un peu trop beau parce que c'est pas comme ça que ça se passe.
Elisabeth en fait avant d'être internée. Alors il faut savoir qu'elle a été mère 6 fois, elle a eu 6 enfants. Une femme, Elisabeth, une femme très belle, très libre, qui avait vraiment besoin de sa liberté. Elle a prévenu André qui est devenu son mari, sauf qu'à l'époque la femme devait se plier aux conventions sociales et faire la popote et s'occuper des enfants. Du coup André adhérait un petit peu à cette idée alors qu'il était à la guerre, ils échangeaient des lettres et une fois qu'il est revenu, il a fallu quand même qu'elle endosse son rôle de mère à l'époque. Et en fait c'était une femme en fait qui souffrait clairement de dépression post-partum, sauf qu'à l'époque il n'y avait pas de terme médical pour ce fait-là. Et en fait à chaque fois qu'elle avait un nouvel enfant, elle avait cette espèce de baby blues assez affreux, une dépression. Et du coup on a préféré l'enfermer et oublier un peu cette femme bizarre, cette femme folle. Donc un diagnostic est quand même tombé sur sa maladie, elle était en fait schizophrène, c'était plus compliqué que ça et du coup elle a été enfermée 17 ans. Je ne veux pas trop vous en dire sur ce récit pour que vous le y découvriez, mais ça c'est des éléments qu'on sait assez rapidement, je ne vous spoil pas grand chose. Et du coup Adèle Yon, donc son arrière petite fille, creuse sur la vie de cette aïeule en interrogeant donc un jeune frère de Elisabeth qui est beaucoup plus jeune qu'elle. Elle interroge sa grand-mère, elle interroge des médecins, elle interroge plein de gens pour en savoir plus. Alors il y a également il y a page entière sur la lobotomie et des études scientifiques. Du coup ce moment-là peut être un petit peu long, mais quand même il y a nécessaire à la compréhension du récit pour que le lecteur soit plus au courant des pratiques scientifiques exercées à l'époque forcément. Mais voilà, c'est vraiment la place des femmes, la violence faite aux femmes, donc c'est un livre quand même assez dur parce que les maladies psychiatriques c'est jamais simple. C'est un roman également, c'est un récit également. Je lui dis chapeau parce qu'elle nous partage quand même un pan de sa vie, un pan de sa famille qui n'est pas simple et surtout elle a peur qu'elle aussi soit frappée du même mal et c'est un peu ce qui se dit dans la famille, que certaines femmes de la famille prennent ce mal dû à Elisabeth. Est-ce que c'est transmissible? Est-ce que c'est dans les gènes? Enfin bref, c'est hyper intéressant si vous vous intéressez à la place de la femme au XXe siècle. Il y a la médecine, un récit personnel, bref, c'est un très beau récit auquel, ouais, comme je vous l'ai dit, je mettrai un bon 9 sur 10. C'est un premier roman vraiment superbe, moi je lui tire mon chapeau, gros respect. Voilà. Second livre, et je ne vais pas dire roman encore une fois parce que c'est complètement tiré de faits réels, c'est le fameux La nuit au cœur de Natacha Apana, sorti à l'occasion de la rentrée littéraire Gallimard de cet automne, auquel je ne me suis pas intéressée au moment de sa sortie, tout simplement parce qu'il y a trop de sorties. J'en avais reçu plusieurs de Gallimard, j'ai décidé d'en lire 3, il m'en reste encore. Et quand celui-ci a commencé à faire beaucoup de buzz, je me suis dit bon, il faudrait quand même que je le lise. Il a du coup été triplement primé par les prix Femina, le prix Goncourt des lycéens et le prix Renaudot des lycéens. Donc voilà, c'est quand même qu'il y a de la matière, qu'il y a un vrai sujet et un vrai intérêt pour ce livre-ci qui parle du coup des violences conjugales et des féminicides. Donc encore une fois, pas un sujet très gai, mais un sujet complètement d'actualité, un sujet qui a toujours été d'actualité. Peu importe il y a l'époque et le pays dans lequel vous vivez dans le monde malheureusement. Et Natacha Apana, cette autrice mauricienne qui en est à son 12e roman et qui est le premier roman que je lis d'elle, enfin le premier écrit que je lis d'elle, il y a décidé de s'intéresser du coup aux femmes et notamment à 3 figures féminines qui s'entrecroisent. Il y a un lien complètement réel entre ces 3 femmes qui ont réellement existé et qui existent réellement. Elle-même, Natacha Apana, 25 ans auparavant à l'île Maurice, Emma, sa cousine, victime d'un féminicide, et Shainez également, victime d'un féminicide, une inconnue, cas auquel elle s'intéresse à l'occasion de sa mort. Alors, on l'apprend très rapidement, Natacha Apana elle-même, durant 6 ans, a été dans une relation abusive, toxique, ce que vous voulez, avec un homme bien plus âgé qu'elle alors qu'elle vivait à l'île Maurice. Une idylle qui a duré, une relation qui a duré de ses 19 à 25 ans, jusqu'à un soir, à 25 ans, elle décide de stopper cette relation qui la consume, qui lui fait du mal, qui est absolument atroce, et elle retourne vivre chez ses parents. Donc,
Elle vit avec un certain HC. HC, c'est un mentor à l'époque, un homme poète, lettré bien sur lui, qui l'aide dans son écriture, parce que à cette époque-ci, l'autrice aime écrire, elle veut écrire, elle fait ses études aussi à la fac, et HC représente vraiment la figure de l'homme qui a réussi dans le domaine qu'elle convoite. Ils vont avoir une relation qui va durer longtemps, mais on va vite le voir. Cette relation n'est pas saine du tout. C'est un homme qui lui fait la gueule quand il y a le moindre truc, qui reste à la maison faire la popote. Il délaisse entièrement sa passion et à l'écriture au profit de prendre soin de lui comme si c'était un vieux... Bref, voilà, il la surveille, il lui pose des questions, il l'empêche de s'habiller comme elle veut, enfin bref, vraiment un gros red flag. Et Natasha Apana nous partage ça, comment elle a survécu à cette relation. C'est une survivante, très clairement, parce que ça aurait pu très très mal finir. Et le soir où elle a mis fin à cette relation, il aurait pu la tuer. Donc voilà, on entre directement dans le vif du sujet, sans transition aucune, c'est dur, mais bon voilà, c'est une réalité qu'on ne peut pas ignorer. Ensuite, il y a découvre l'histoire de Emma. Emma qui a été tuée par son mari, je sais plus les initiales. Ce mari, chauffeur pour le gouvernement, enfin bref, il a une bonne place, il vit à l'île Maurice. Et en fait, il suspecte sa femme d'avoir une relation, de le tromper. Et un jour, alors qu'elle fait son footing un dimanche matin, il la renverse, il lui roule plusieurs fois dessus et il la laisse morte. Il la laisse morte sur le bas-côté de la route. Voilà, donc ça c'est un événement qui est arrivé dans les années 2000, en 2000 exactement. Et la dernière femme c'est Shainez, une Algérienne qui émigre en France, qui vit avec un certain MB, je sais plus comment il s'appelle, MB. Elle est divorcée, elle a eu 2 enfants d'une première union, une union assez saine mais à laquelle elle a mis fin, elle a divorcé, ce qui ne se fait pas encore trop en Algérie. Elle arrive en France avec des espoirs d'avoir un homme bien qui lui-même est divorcé, ils ont un enfant ensemble, sauf que Shainez laisse son premier enfant au pays parce qu'il n'a pas de visa en fait. Du coup elle vient avec sa fille, elle a un autre enfant avec MB qui est maçon, qui est au premier abord un homme très affectif qui offre des cadeaux à la famille de Shainez mais qui en fait est un pervers manipulateur, un gros con, quoi, voilà, comme il y en a beaucoup. Et un jour, un soir, il la tue, il lui tire une balle dans la jambe avant de l'immoler. Voilà, il la brûle, c'est absolument horrible. Donc c'est un fait divers qui a eu lieu en 2021, si je me souviens bien. Et Natasha, en fait, suite à ce fait divers-ci, décide de recreuser dans sa mémoire, de parler de ce sujet qui lui est vraiment cher mais qui lui est profondément également violent, celui de la violence faite aux femmes, celui de la relation abusive qui mène parfois à la mort. Elle en a échappé, mais des femmes moins chanceuses qu'elle n'y ont pas échappé, sa cousine Emma et cette inconnue Shainez. Donc elle va creuser un petit peu dans l'histoire de ces 2 jeunes femmes, et notamment Shainez qui habitait à Mérignac, pas loin d'eux, et à Bordeaux, où à l'époque elle vivait à Bordeaux. Et elle va appeler des avocats, elle va essayer de resuivre l'affaire, d'avoir des éléments pour écrire sur ce sujet, parce que c'est un sujet qui mérite d'être discuté, d'être débattu, qu'il y ait de vraies sanctions à l'égard de ces hommes qui tuent leurs femmes pour des raisons complètement bref, qui ne sont pas justifiables, qui ne justifient pas cet acte évidemment. Donc voilà, c'est un récit profondément dur. Il y a une fois, je sais plus à quel moment, mais j'ai cru que j'allais pleurer, c'était très très dur. J'ai beaucoup aimé la plume de l'autrice et je sais que je relirai ses romans par la suite, mais pas tout de suite parce que ça m'a... C'est très très dur, voilà, vraiment. Et j'ai noté 2 phrases, 2 citations, mais j'aurais pu en noter bien plus. Elle écrit: je me demande, il y a toujours, comment me tenir dans ces situations-là, comment me faire la plus petite et la plus silencieuse possible, ne pas empiéter sur un chagrin qui n'est pas le mien, ne pas prendre la place qui n'est pas la mienne. Il y a page 197.
quand elle en fait se rend sur les lieux du drame de la mort de Shahinez et quand il réouvre la maison où habitait Shahinez qui a été brûlée par le fou de MB. Voilà, parce qu'elle veut enquêter, elle veut en savoir plus, elle veut lui rendre hommage. Et elle écrit également: est-ce qu'il y aurait eu quelqu'un pour se souvenir de moi aujourd'hui si je n'étais pas sortie vivante de cette voiture et de cette balade funeste dans la nuit? Parce qu'elle sait qu'elle est survivante et elle veut rendre hommage à ces femmes qui s'accumulent comme ça dans les statistiques chaque année du nombre de féminicides, mais desquels on veut connaître la vie, on veut y mettre un nom, on veut mettre un visage sur ces noms et sur ces stats qui s'accumulent. Voilà, c'est un roman très fort, franchement je suis... c'est une lecture très difficile mais que je vous encourage vivement à lire. Je lui mettrai un bon 9 sur 10 et noter un récit réel, je trouve ça un peu stupide mais bref. Allez, on passe au dernier qui n'est pas plus simple, je reprends mes notes et là non plus ce n'est pas moins émouvant. Au contraire, avec le fameux Marseille essuie et il y a tes larmes de Amine Kessassi, publié au Bruit du Monde. Le Bruit du Monde, je les ai juste ici, je vous en parle régulièrement. Une maison il y a d'édition basée à Marseille, Amine Kessassi vit à Marseille. Et c'est un cri du cœur, réellement, que Amine, ce jeune homme né seulement en 2003, nous partage. Il nous parle de la vie dans les cités, dans les quartiers marseillais, des quartiers entiers oubliés de la République, oubliés du reste de la ville et dans lesquels on n'investit pas parce que ça ne vaut pas le coup. On préfère laisser de côté une population entière que cette misère et ce manque d'avenir pullule et qu'il naisse des trafics et des trucs assez horribles qui mènent encore une fois à la mort. Alors, Amine, c'est le 5e enfant d'une fratrie de... non, c'est le 4e, ils sont 5. Brahim, c'était son grand frère et en fait il est mort dû au narcotrafic. Alors Amine, lui c'est un jeune homme qui a toujours été très investi, qui s'est présenté au conseil de classe, qui a créé une association qui veut porter la voix des plus démunis et des siens, faire entendre la vie de la cité et faire entendre les problèmes relatifs à la vie de la cité et notamment le fameux narcotrafic. Il a défendu plus jeune des amis à lui qui menaçaient d'être expulsés de la France. Il a créé l'association Conscience. Bref, c'est un jeune homme très engagé politiquement et heureusement il faut des gens comme lui. Sauf que son frère Brahim, il n'a pas eu cette chance, est tombé dans les magouilles, dans le deal et s'est retrouvé un jour mort, brûlé dans une voiture. Voilà, encore une façon assez abjecte de mourir. C'est arrivé il y a 5 ans. Amine rend hommage à son frère et depuis il faut savoir que son petit frère lui-même a été tué. Une vengeance de la part des narcotrafiquants qui n'apprécient pas trop que quelqu'un parle de ce qui se passe dans les cités. Alors, ça aussi c'est un récit vraiment violent, mais nécessaire pour en savoir plus un petit peu sur beaucoup de choses, sur la responsabilité de l'État, et il écrit, il y a l'État et il n'est pas coupable mais responsable. Il y a d'évincer des quartiers entiers, les écoles qui se délitent, les foyers socio-culturels qui ferment, un manque de perspective pour des populations entières qui préfèrent la facilité et tomber dans le trafic et la potentielle mort, la vie hyper dangereuse. En fait, il y a tellement à dire de choses sur ce sujet que je ne sais pas par où commencer. Amine Kessassi veut vraiment désacraliser l'image du dealer, l'image du trafiquant comme on peut le voir dans les séries type Narcos que je n'ai pas regardé mais qui apparemment un petit peu embellit cette image de narcotrafiquant très riche, très puissant qui aide également les plus défavorisés et veut vraiment montrer la vérité vraie de ce qu'il se passe. Ces gros requins planqués dans des paradis fiscaux ou planqués dans des villas de luxe qui laissent tuer des jeunes à leur place pour s'enrichir. Le fait que l'État ne dépénalise pas certaines drogues, ce qui les arrange bien parce que ça mène à des trafics et à un enrichissement. Je pense qu'ils ont tout à y gagner, c'est un fait évident. Amine et l'association Conscience qu'il crée pour aider les familles des victimes
tous ces jeunes qui meurent, qu'il souhaite aider, à qui il veut montrer qu'il y a un autre avenir ouvert à eux. Bref, il est très engagé dans ce sens-là et c'est hyper intéressant. Il nous parle de sa vie, de ses deux parents nés en Algérie, de sa mère, mère courage, qui prend comme ça ses enfants, qui les élève comme elle le peut. Son père qui s'intègre comme il le peut, qui travaille mais qui est taiseux. Et il emploie une expression que j'avais déjà entendue dans un des livres de Rachid de Benzine, c'est le silence des pères. Ces pères comme ça, fiers, qui émigrent et qui s'intègrent mais qui ne sont pas complètement intégrés, qui travaillent à la sueur de leur front et qui se tuent à la tâche pour essayer d'offrir la meilleure vie possible à leurs enfants mais qui n'osent pas pleurer, qui n'osent pas parler de leurs difficultés et avec qui la relation est difficile à se créer parce qu'ils ne parlent pas, ils sont complètement pudiques et taiseux. Le silence des pères, ouais, ça m'a fait drôle parce que c'est vraiment ce que je retrouve dans pas mal de livres qui traitent de... Il y a l'Algérie, Tunisie, Maroc, donc du coup avec Rachid de Benzine, celui-ci. Avec également le Ramsès Sobkefi qui parle d'une famille tunisienne, bref, plein de points communs. Il le parle avec vraiment, de façon crue des trafics et de la vie dans la rue et il le dit à quel point la rue n'a pas de mémoire, elle se fout du passé, elle se conjugue au présent. Il dit quelque chose de très fort, il le dit, la chaîne pénale est devenue un tapis roulant. Interpellation, garde à vue, jugement, récidive. Rien ne se règle, tout se reproduit. Et les petits soldats du deal entrent en prison sans avoir pris la mesure de leur délit et sans perspective du changement. À quel point la justice, à quel point les flics sont sous l'eau, en ont marre et savent à quel point ça ne sert à rien ce qu'ils font arrêter pour que des jeunes... En fait, il faut vraiment un changement pour faire en sorte que ça change, que ça se stoppe et que ces jeunes aient une autre perspective d'avenir et que les morts cessent tout simplement. Amin s'adresse vraiment à Brahim directement, du coup il nous en dit plus sur sa vie, il nous parle des actions qu'il a pu avoir. Le rapprochement avec Marie Toussaint, c'est une députée écologiste européenne avec laquelle il a pu discuter, ils se sont entendus sur certains sujets parce que l'écologie peut aller avec la vie dans les cités tout simplement et à quel point il s'est engagé politiquement. Également son interaction avec le chef de l'État français, Emmanuel Macron, qu'il a rencontré il y a plusieurs années. À quel point en fait il essaye de faire entendre la voix des cités et que c'est urgent en fait que ces morts cessent, qu'on prenne en main un petit peu ces cités et qu'il y ait de réels investissements à l'intérieur pour qu'ils arrêtent de choisir la facilité et surtout que les vrais requins de ces trafics payent pour leurs crimes quoi. Une autre citation, la question n'est pas seulement de savoir pourquoi des jeunes deal, elle est aussi de savoir pourquoi il y a une telle demande, pourquoi tant de gens cherchent à fuir le réel. La réponse est politique, ce n'est pas juste une question de morale ou de discipline individuelle, c'est une question de structure, de pouvoir, d'intérêt. Le trafic est rentable parce que le monde est invivable. Et tant que le monde sera invivable, le trafic prospère. Et ensuite je me suis mis de lire la page 116 qui m'a carrément bouleversée. Mais comme tout le livre, non je vais pas tout vous la lire parce que c'est long quand même. Mais il dit, pendant qu'on pense à militariser, il y a les cités, on laisse crever les centres sociaux, il y a les clubs de prévention, les maisons de quartier, les éducateurs spécialisés. Ces structures qui étaient notre rempart ont été méthodiquement laminées. Et je le répète, partout où elles reculent, le marché du narco s'installe. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un choix. Celui d'un État qui préfère punir que prévenir, celui d'un État qui préfère promettre de punir plutôt que prévenir en s'attaquant aux causes profondes. Au lieu de multiplier les discours simplistes et démagogues, il faut rebâtir un modèle durable, structuré, enraciné. Un modèle où l'on restaure des droits au lieu de gérer la misère. Un modèle où l'avenir de la jeunesse délaissée est considéré comme une priorité. Cela prendra du temps, ça demandera de la rigueur et de la patience et ça ne fera pas la une des journaux. Le bien ne fait pas le bruit, il faudra que les politiques apprennent à penser hors des sentiers battus et rebattus. Et il faudra aussi peut-être d'abord désintoxiquer notre imaginaire collectif. Tant que la réussite se mesurera à l'argent, à la vitesse, à l'apparence, la drogue sera là pour compenser. Il faut un changement culturel radical.
réhabiliter, il y a le temps long, la solidarité, le soin des autres. Bref, il dit mais tellement de choses vraies, tellement de choses fortes, et qui de mieux pour parler des cités qu'un jeune des cités qui a vu son frère, son grand frère et son petit frère mourir, et tant d'autres jeunes et tant d'autres proches ou moins proches mourir sous ses yeux à cause de tout ça. Bref, je ne vais pas vous en dire plus, je vais arrêter cette vidéo maintenant, une vidéo qui n'a pas été simple à faire. Mais clairement, voilà, une vidéo sur des histoires vraies, sur des récits de vie qui ont attrait à la violence de façon générale, à la violence faite aux femmes, à des peuples oubliés, à de la violence physique comme psychologique, à des trafics. Voilà, c'est la réalité de notre monde, fort malheureusement, et c'est pourquoi il y a des livres sur le sujet. Si seulement il ne pouvait pas y avoir ça, il n'y aurait pas de livre sur le sujet, ce serait bien aussi. Donc voilà, un titre au bruit du monde, aux éditions du Sous-Sol et chez Gallimard. 3 titres qui font du bruit, celui-ci en fait encore plus actuellement après la tragique mort du petit frère de Amine. Et ces 2 livres-ci qui ont eu beaucoup de succès. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, elle n'a pas été très joyeuse. Forcément, ce ne sont pas des lectures qui sont réjouissantes, mais voilà, elles montrent la réalité de la vie fort malheureusement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à aller sur mon blog pour lire les articles relatifs à ces 3 lectures, et moi je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt, bye.